est deux jeunes journalistes qui avons vécu dans les territoires palestiniens pendant 2 ans et demi, toutes les deux. Moi j'ai vécu un petit peu à Jérusalem, mais surtout à Ramallah. Et Chloé a vécu à Ramallah aussi. Et on travaillait là-bas pour des médias français. Donc on couvrait l'actualité locale pour la presse d'ici. Moi je travaillais pour le journal La Croix, pour Ouest France, Le Parisien, plusieurs quotidiens. Chloé elle travaillait pour Libération, pour Arte aussi notamment. Et donc, c'était un travail qui était très, très prenant, très intéressant, mais parfois, on regrettait un peu de ne pas avoir plus de temps avec les gens. Et donc, on arrivait chez eux, on parlait une demi-heure seulement sur le sujet qui nous intéressait pour notre article, et puis on partait. Et bien souvent, on s'est dit, mais là, il y a des personnalités qui sont riches, qui sont intéressantes et qui mériteraient qu'on s'y arrête vraiment sur leur parcours, sur leur identité, sur leurs aspirations personnelles. Et on était un petit peu frustrés de ne pas pouvoir le faire dans notre travail quotidien rémunéré. Et donc on a eu l'occasion de faire ce livre qui fait partie d'une collection. Donc c'est une petite maison d'édition, Henri Dougier, peut-être la librairie connaît peut-être un petit peu les autres livres de cette collection. Il y en a une vingtaine aujourd'hui sur différents peuples du monde. Et donc voilà Chloé. Bonsoir. Mets-toi au chaud. Alors qu'est-ce que j'ai raté? Je commençais à présenter un peu le livre et la collection. Ok. Donc il y a une vingtaine de livres de cette collection et le nôtre, on l'a fait alors qu'il y avait déjà un livre sur les Israéliens qui était paru quelques mois avant. Donc l'éditeur voulait qu'il y en ait un aussi sur les Palestiniens. Donc nous, comme on vivait et qu'on travaillait là-bas, on s'est proposé pour le faire. Et donc ça a été l'occasion de, comme je vous disais, de passer un peu plus de temps avec les gens qu'on avait rencontrés dans le cadre de notre travail de journaliste, approfondir un peu des relations, en faire aussi d'autres, en faire des rencontres pour le livre. Et l'idée du livre, c'était de donner un espèce de panorama ou un aperçu de ce qu'est la société palestinienne aujourd'hui, en la mettant bien sûr dans son contexte historique, mais vraiment s'arrêter sur qui sont les Palestiniens aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent encore palestiniens en dépit des bouleversements de leur histoire, du fait qu'ils n'aient pas d'État, etc. Donc on les a interrogés sur ces questions-là, liées à leur identité, liées à leur parcours de vie, liées à l'histoire de leur famille, et à plein de choses aussi qui touchent à l'intime et qu'on lit peut-être moins, parce que c'est un conflit sur lequel on a beaucoup écrit, mais de manière peut-être un peu plus distante par rapport aux gens. Et nous, on a voulu être très près des gens. Et donc raconter ces gens-là aussi dans ce qui est plus trivial dans leur quotidien, dans leurs aspirations professionnelles contrariées, leurs histoires d'amour, des choses comme ça, qui sont peut-être moins habituelles à lire sur ce conflit. Donc voilà, peut-être que tu peux parler un peu du contenu du livre. Ouais. C'est vrai que comme Mélinée vous l'a dit, l'idée c'était aussi de faire quelque chose qui dépassait un peu ce qu'on faisait dans notre travail de journaliste, et aussi de faire quelque chose de moins politique. On avait vu dans notre travail de journaliste que couvrir l'actualité palestinienne, même quand on faisait des sujets très culturels, c'était souvent difficile de répondre aux attentes des rédactions pour lesquelles on travaillait, sans qu'il y ait toujours au moins une petite touche politique. Donc ce livre, c'est vraiment une photographie de la société palestinienne. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et presque un peu une carte postale qui a été envoyée, qui serait envoyée par plein de Palestiniens qui raconteraient un peu tous leurs histoires. Et donc il est organisé en 4 parties. Une première partie sur la ruralité, et sur le rapport des Palestiniens à la terre. Et c'est une société qui est très marquée par un folklore pas forcément paysan, mais en tout cas rural, campagnard, de terroir. Donc cette première partie, elle parle de ça. Elle parle aussi du rapport aujourd'hui à l'agriculture et à la terre, à la fois comme espace, cet espace qui manque. Donc ça, c'est un peu politique, mais il y a aussi toute la question du terroir et des traditions qui disparaissent. Une deuxième partie sur les identités des Palestiniens, puisque c'est aussi la question du conservatisme, la question des identités un petit peu troublées. Une troisième partie sur les résistances, qui concerne le conflit, mais aussi les tensions dans la société palestinienne. Et une dernière partie sur l'avenir des Palestiniens, qui nous semblait être la partie vraiment fondamentale dans ce livre, puisqu'elle permet d'explorer diverses pistes de réflexion sur ce qui va se passer pour cette société.
Et globalement, c'est un avenir qui est un peu incertain pour eux, un peu contrarié, sur lequel ils ont parfois du mal à se projeter. Donc on se disait que c'était une bonne ouverture pour la fin du livre. Et donc c'est Chloé qui s'est chargée de cette partie-là et qui a rencontré plein de Palestiniens qui travaillent notamment dans des secteurs qui peuvent paraître assez porteurs, comme celui des nouvelles technologies ou des choses comme ça. Et puis aussi des politologues et des économistes qui nous racontent que l'avenir politique est quand même très mal engagé, qu'il y a une grosse crise de la démocratie, de la représentativité dans ce pays. Donc voilà, comme dit Chloé, c'est des questions assez politiques qu'on aborde, mais par le prisme de ces vies-là qu'on raconte. Donc la politique est quand même présente parce qu'elle l'est de toute façon sur cette terre. Ce serait absurde de le nier. Mais voilà, on est disposé à vous répondre. Vous êtes journaliste? Oui. Pour La Croix, au Libé moi, pour La Croix, on a travaillé pour différents médias, mais moi, je travaillais entre autres pour La Croix et Chloé, entre autres, pour Libération. Et vous avez travaillé particulièrement, vous travaillez régulièrement sur le Proche-Orient ou le Moyen-Orient? En fait, c'était un secteur ou non? Non, on était correspondante. En fait, on était correspondante entre 2014 et 2017. 2014 jusqu'à 2017. On était basé à Ramallah et à Jérusalem. Et on couvrait uniquement cette société-là. On couvrait que les affaires palestiniennes pendant toutes ces années. Et ensuite, à partir de ce travail-là, on a voulu réaliser ce livre qui était un petit peu aussi une manière de faire la synthèse de nos expériences de reportage. Et votre synthèse est rapportée au niveau diplomatique français? Enfin, qu'est-ce qu'ils en pensent, l'ambassade de France à Jérusalem? On a fait des signatures du livre à Jérusalem et dans plusieurs villes palestiniennes cet été. Il y avait des gens du consulat qui étaient On a fait des On a fait des présentations dans les instituts français, qui sont en lien avec les antennes consulaires sur place. Y compris en Israël? On l'a fait à Jérusalem-Est, à Bethléem et à Naplouse. Oui. Donc voilà, on a... Ouais, côté palestinien. Déjà dans la diffusion territoriale, des territoires. La partie palestinienne, les Palestiniens qui sont à l'intérieur d'Israël. On l'aborde aussi. En fait, dans le livre, on ne s'est pas contenté de parler des Palestiniens, des territoires palestiniens. On parle des Palestiniens qui vivent dans les territoires, donc Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza, et les Palestiniens de Jérusalem, et les Palestiniens d'Israël, pardon, et les Palestiniens de la diaspora au sens plus large, y compris dans le monde arabe. Donc on a une réfugiée palestinienne au Liban, par exemple, qui parle. Et on a aussi un Palestinien à la fin du livre qui est français et qui vit la moitié du temps en France, la moitié du temps en Cisjordanie. Donc voilà, on a voulu élargir le spectre au maximum. Et c'était aussi ça qui était intéressant quand on parle des Palestiniens, c'est qu'ils ont des réalités quotidiennes très différentes selon l'endroit où ils vivent, évidemment. Donc l'identité palestinienne reste la même, mais le quotidien change considérablement, parce que la question de l'occupation n'est pas présente dans certains cas de figure. L'enfermement est très spécifique à Gaza, donc il y a des spécificités selon le territoire. Donc, ce travail est certainement très intéressant sur le plan informatique. Et quels sont les fruits qu'il pourrait apporter? Comment vous allez le faire connaître? Chez M. Salamatian, je pense que vous avez des personnes qui suivent ça, mais de manière générale, de quelle manière vous pensez booster ces informations? Est-ce que la presse suffit ou... Parce que par exemple, vous appartenez à La Croix. Je ne lis pas assez Libé. Moi, je ne travaille plus pour Libération. Je travaillais pour Libération quand j'étais correspondante. Parce que moi, je lis beaucoup La Croix quand je peux. Mais je trouve que c'est une information extrêmement objective et synthétique. Donc, je pense que c'est un bon véhicule. Mais la question que je me posais, est-ce que vous pouvez aller au-delà de... Nous, on est journalistes, donc on fait notre travail de restitution des faits. Après, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, vous voulez dire, est-ce qu'on a des liens avec des associations, des choses comme ça, pour mettre en place des... Par exemple, France-Palestine, toutes ces associations-là, est-ce qu'ils connaissent votre travail? Est-ce que vous envisagez d'intervenir? En fait, nous, notre livre, il est sorti au printemps. Oui. Et depuis sa sortie, on a fait un nombre même assez conséquent de rencontres autour de ce livre. Et le fait qu'on soit ici pour témoigner, ici, comme on a été dans des tas d'autres librairies, comme on a été à la rencontre des Palestiniens pour leur parler du livre, comme... moi, j'avais participé au moment où on avait fini l'écriture du livre
Il y avait une commission au Sénat sur la question à Gaza en décembre dernier. Donc, toute la journée, non? Exactement. Ouais. Donc là, on avait j'étais intervenue en notre nom parce que, en lien avec le livre et les parties sur Gaza dans le livre. Donc on peut être sollicité autour de ce livre. Ce livre peut être un prétexte pour que nous, on témoigne de notre travail dans les territoires palestiniens. Maintenant, c'est vrai que, comme l'a dit Mélinée, nous, on reste journalistes, donc notre rôle, c'est pas forcément de nous... notre rôle n'est pas d'ailleurs de nous engager de manière proactive sur la question palestinienne, mais il faut en tout cas que... On essaye de le faire connaître en tout cas, ça c'est sûr. Et j'espère que surtout qu'il servira, et c'était pour ça que c'était important pour nous de faire un livre qui soit très didactique et très simple. Il y avait des côtés qui étaient frustrants parce qu'il y avait des sujets sur lesquels nous on avait beaucoup travaillé, qui nous avaient beaucoup nourris, qui nous avaient beaucoup questionnés, et donc sur lesquels on avait amassé beaucoup de connaissances. On aurait pu les aborder de manière un peu érudite ou savante dans le livre, mais l'objectif c'était d'en faire un ouvrage qui soit disponible, qui soit facile à appréhender pour tout le monde. Et je crois qu'il manquait un livre comme ça sur les Palestiniens, qui soit ni un que sais-je, donc qui a une approche très pédagogique, mais qui est peut-être un petit peu, qui n'a pas beaucoup de relief humain, ni un ouvrage d'expert. Parce que ça, pour le coup, sur la question palestinienne, la littérature est très très riche, quoi. Et d'ouvrages qui sont déjà exceptionnels, mais qui n'auraient absolument pas besoin de nous pour nourrir cette littérature-là. Mais on avait envie de faire ce livre qui était un peu entre les deux, qui était à la fois du reportage avec des histoires, parce que c'est vraiment des récits intimes. C'est nous, on a aussi voulu transmettre ce travail de reportage qui est d'aller chez les gens et de recueillir leurs paroles, où les gens sont chez eux, sont en terrain, où ils sont confortables, à l'aise, et ils racontent vraiment leur histoire, etc. Donc nous, on voulait transmettre ce truc qui, je pense, crée de l'empathie, en tout cas, ou qui crée de la proximité avec les Palestiniens pour le lecteur, et qui en même temps explique globalement les enjeux. D'ailleurs, pour les gens qui suivaient beaucoup nos articles, je pense qu'ils ont pu être peut-être pas forcément déçus, mais en tout cas un peu frustrés, parce que c'est un ouvrage finalement qui essaye d'être simple. C'est un ouvrage descriptif. Voilà. Et surtout qui rentre pas forcément dans toutes les subtilités. C'est une société qui est très complexe, mais nous on voulait la rendre abordable. Donc c'est un outil pour chercheurs. Je pense que c'est un outil pour les gens qui partent là-bas. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce qui me ferait plaisir, ce serait que des jeunes correspondants qui partent là-bas, comme nous, on l'a fait, ce soit leur base de travail. Parce que je pense que ça balaie un certain nombre de sujets, de questions auxquels ils vont être confrontés, et donc il faut qu'ils soient conscients avant même d'y aller, quoi. Oui, des correspondants ou des personnes qui vont s'installer là-bas pour une semaine, 6 mois ou 10 ans, mais des gens qui aimeraient, avant de partir ou au moment où ils arrivent, avoir un peu de relief humain sur cette terre-là, sur laquelle on lit beaucoup de choses sur l'histoire, on lit beaucoup de choses sur la politique, et on lit un peu moins de choses sur la société. Donc oui, ça pourrait être un truc à glisser dans sa valise avant de partir, et pour avoir en fait en tête, comme dit Chloé, c'est censé être simple et tout ça, mais je pense que en fait c'est la diversité des témoignages et leur nombre qui crée la complexité en fait. C'est pas nous dans notre écriture, mais c'est la quantité de vies différentes qui au final donne une palette, j'espère, assez subtile et assez juste de ce que c'est aujourd'hui. Il y a une quatrième de couverture je pense qu'on ne dit pas couverture de Libé, qui était consacrée à une fille qui est allée, à une femme qui a épousé un Palestinien. Vous le connaissez certainement, ce monsieur, non? Quel Palestinien? Qui est franco-palestinien. Ah oui, qui est Salah Hamouri, qui était détenu là. Mais lui, il vit là-bas la moitié du temps, et je pense qu'il y va souvent, et je pense. Oui, mais sa femme a travaillé au consulat d'ailleurs. Voilà, Elsa quelque chose. Comment? Elle s'appelle Elsa. Oui, Elsa S. Son père était au Parti communiste ou un truc comme ça. Oui. Oui, mais une famille qui a une histoire complexe avec cet endroit. Oui, passionnant. Mais nous, quand on est parti, on est parti de Ramallah et de Jérusalem, il était encore en détention administrative. Mais il est sorti là. Il est sorti, voilà. Oui. Il est sorti, mais beaucoup de menaces de mort. Oui, mais c'est en fait, je pense que c'est. Il n'avait pas été menacé, c'est bien. Non, pas trop, non. Pas du tout même. Pas du tout. Après, c'est vrai que c'est toujours des questions qui sont très tendues. Moi, je me souviens les tout premiers articles que j'ai écrits. Après, j'ai arrêté de le faire, mais les premières fois, je regardais les commentaires sur le site de Libération. Je me disais, mais vraiment, ça me questionnait beaucoup parce que je me disais, moi, j'ai vraiment écrit quelque chose qui me semble tout à fait exact. Et clairement, il y avait des problèmes de perception de la part de certains lecteurs de Libération parce qu'ils lisaient des choses que moi, j'avais pas du tout voulu
exprimer, quoi. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Et c'est souvent quelque chose auquel nous on a été confrontés, sur un même article on allait nous dire que c'était à la fois pro-israélien et d'autres allaient dire que c'était pro-palestinien, ce qui est toujours un petit peu troublant. C'est un sujet chaud, je pense qu'on ne peut pas passer à côté sans prendre parti. Oui, c'est assez clivant. Oui, je pense qu'on peut essayer en tout cas de ne pas forcément prendre parti en se fondant sur la question des droits de l'homme. La question des Palestiniens, c'est que ce soit vis-à-vis du conflit avec Israël ou la société palestinienne elle-même, elle nous pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on entend par qu'est-ce que c'est les droits de l'homme et quel est notre pouvoir ou en tout cas notre responsabilité par rapport à ce concept de droits de l'homme vis-à-vis de sa société et des problèmes auxquels elle est confrontée. Donc ça permet d'être pas partisan puisque c'est des critères objectifs. Et après aussi pour répondre à votre question tout à l'heure sur le témoignage et sur l'utilité de ce livre, on était en Belgique il y a quelques semaines à l'invitation d'Amnesty et on a rencontré un monsieur qui travaillait depuis 30 ans super longtemps sur la question palestinienne et pour Amnesty, et donc qui documentait, qui recevait tous les jours en gros sur le prisme des droits de l'homme justement. Voilà. Plein de rapports sur les violations des droits de l'homme dans les territoires palestiniens et qui nous disait ça a été très bizarre pour moi parce que alors que c'est vraiment mon quotidien, que tous les jours j'ai ces chiffres sous les yeux et que j'y réfléchis depuis très longtemps et que c'est ma vie de militant, en lisant ce livre, et alors même qu'il avait fait des voyages là-bas, en lisant ce livre j'ai eu l'impression que, voilà, que les choses se déployaient un peu en relief, de rencontrer des Palestiniens, de rentrer un peu dans leur récit de vie, leur récit de famille, qui est quelque chose auquel j'ai pas forcément accès dans mon travail de militant, et ça moi c'était plutôt touchant quand même. J'espère que c'est ce que véhicule ce livre, que ça nous permet d'aller au-delà de la manière... On lit très souvent des articles, on est très souvent sollicité pour entendre des voix palestiniennes dans l'actualité, mais j'espère que ce livre il permet d'aller au-delà et de réfléchir aux choses de manière un petit peu plus méta, un petit peu plus... de prendre de la distance, de la hauteur. On peut rester là et signer quelques livres ou parler avec vous individuellement si vous voulez. Juste une question à côté. Comment on recevait les Palestiniens, deux femmes seules, parce que la société moyen-orientale est toujours un peu réticente aux femmes seules? Moi personnellement j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Je trouve que c'est quand même une société qui a l'habitude d'être un peu aussi sous les projecteurs, donc les journalistes ils en ont déjà vu, on n'est pas des ovnis complets pour eux, donc moi j'avais pas l'impression que ça posait vraiment problème, peut-être une fois ou deux avec des personnalités religieuses, mais pour ce qui est du monde politique ou de la vie civile, associative, culturelle, le fait d'être une femme m'a jamais empêché de mener à bien des interviews. Et avec Chloé, on en a mené aussi à deux, toutes les deux en même temps. Non, au contraire, moi je trouve qu'il y avait un a priori plutôt bienveillant. Ce qui est bien quand on est une femme, c'est qu'on peut aller aussi plus facilement dans l'intimité d'autres femmes. Donc ça, on l'entend souvent dans le monde arabe, mais c'est assez vrai. Et on peut se retrouver à parler de choses très intimes avec des femmes qui tout d'un coup se livrent. Et je pense que ce serait peut-être moins le cas si on avait été des hommes. Et pour les hommes, je ne peux pas vous dire ce que ça serait si on avait été des hommes, mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'on manquait une partie de l'information, qu'on nous cachait des choses ou qu'on ne nous faisait pas confiance parce qu'on était des femmes. J'ai pas eu cette impression-là. Mais les critères de choix, vous allez frapper comme ça au porte? Comment vous avez établi votre listing? Pour le livre? Oui. En fait, à l'origine, on avait fait une liste de tous les profils qui nous semblaient intéressants, soit des gens qu'on avait croisés ou qu'on connaissait bien, mais qui nous avaient marqués. Tout le temps dans Et oui, voilà, vraiment des gens qui, humainement, on avait trouvé les histoires vraiment fortes ou belles, où on trouvait que c'était des personnages qui s'exprimaient bien, etc. Et après, on avait essayé de lister aussi des gens qui incarnaient une problématique. Donc ça, on était arrivé à une liste peut-être d'une 60aine de personnes. Donc dans le livre, je crois qu'il y en a une 25. C'est sûr que c'est frustrant parce qu'on aurait pu en faire plein d'autres, mais on a essayé de choisir ceux qui étaient vraiment représentatifs d'une problématique. Il fallait un Palestinien qui a la nationalité israélienne, il fallait un Palestinien qui se sent en défiance avec l'autorité palestinienne, il fallait des jeunes qui sont
confronté à la question du chômage des jeunes, par exemple, et des jeunes diplômés. Et après ça, il fallait aussi qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, plutôt autant de jeunes que de moins jeunes, etc. Donc on a essayé de le faire aussi représentatif que possible. Moi, j'ai une question philosophique, c'est M. Salamatian qui peut y répondre un peu, parce que je suis toujours interrogée sur le devenir de sociétés qui sont sous une forme de, comment dirais-je, de gouvernance qui commence avec des idées très progressistes, avec ce souci de la liberté et autres. Et puis, le manque peut-être, que ce soit économique ou de la structure sociétale ou tout ce qu'on veut, amène ces sociétés à régresser. Et quand vous me parlez des droits de l'homme, ça m'interpelle parce que comment on peut définir les droits de l'homme dans une société qui est passée partout? Parce que chaque fois qu'on avance, quelque chose, on dit ben, avec la connaissance qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, leurs droits de l'homme ne peut pas avancer plus que ça. Et quels sont les critères? Je ne sais pas si ma question est assez claire. Je veux dire qu'il n'y a pas la maturité. Avant que la société arrive à maturité dans les objectifs qu'elle s'est fixés, elle est cassée, elle régresse et on retombe sur les mêmes problèmes de manière rétropédalage et on tombe toujours dans les mêmes problèmes. Et je me demande comment on peut aborder le problème des droits de l'homme dans des sociétés qui ont toujours souffert d'une forme d'injustice. Ça ne s'arrête pas uniquement à la Palestine, mais la Palestine, c'est vraiment un cas particulier. Oui, c'est un cas d'école, ouais. Et c'est quand même un territoire occupé. Oui. Alors, c'est Sauf vrai. peut-être Gaza maintenant, mais... Non, bien sûr. Mais alors, oui, si, c'est quand même. une À cause prison. du blocus, C'est un c'est quand ghetto, même occupé. hein, Gaza. D'accord. Oui. Donc les droits de l'homme, Non, mais c'est comme si on parlait des droits de l'homme en 40, 44 en France. Non, mais c'est pas le contraire. Je suis tout à fait. Je partage votre point de vue, mais la question n'est pas là. Il y a des gens qui ont essayé dans ce ghetto de s'en sortir et le résultat, la société a évolué autrement. Ouais. Donc, les droits de l'homme, à la base, ne sont pas respectés, mais dans le temps, elle prend des visages différents. C'est sûr qu'il y a des problèmes qui sont liés à l'occupation et d'autres qui... Oui, enfin, je veux dire, quand vous êtes dans un ghetto, vous êtes incapable. Non, mais je veux dire... Je vous parle des dirigeants politiques, là. Oui, j'entends bien, mais ils sont sous contrôle, les dirigeants politiques, voilà. Et ils sont sous domination, hein, D'accord. et particulièrement par un régime d'extrême droite israélien, dont l'objectif, pour certains, est le déplacement des Palestiniens. Je veux dire, au-delà du Jourdain, il faut... Bon, oui, il y a aussi des problèmes de... Au moins pour une partie, je veux dire... Il y a aussi des problèmes de gouvernance, de corruption, de népotisme qui sont... Comment, depuis 70 ans, se sentir palestinien et avoir un avenir en Palestine? Pour moi, c'est une question fondamentale, puisque on a nié l'existence de la Palestine avec cette histoire de territoire sans peuple, qui est quand même un négationnisme initial formidable et qui a conduit à cette situation actuelle qui est en perdition. Je veux dire, même un Edouard Saïd aujourd'hui serait désespéré. Hein. Il est déjà désespéré. Et d'ailleurs, quel est mentalement, philosophiquement, je vois plus de films palestiniens. Avant, il y avait un grand cinéaste palestinien qui faisait des choses. On se réfère en permanence à 10 ans avant, 20 ans avant, mais je crois que les Palestiniens sont dans le combat, hein, pour ceux qui entendent rester sur cette terre. Sinon, ils sont partis. Hein. Je comprends, on peut le comprendre. Mais faire des films, ça peut aussi être une manière d'être dans le combat. Et il y en a des films qui sortent. J'entends bien, mais il y avait un grand cinéaste, je oublié le nom, vous savez, celui qui essayait de passer par-dessus le mur avec une perche. Là. Il y avait ce film. Dans les films d'Elia Suleiman. Il y a ça. 4-5 ans. Le citoyen, non, c'est pas ça. En fait, il y a beaucoup de cinéastes palestiniens qui sont citoyens d'Israël. Donc souvent, on peut passer on peut mal percevoir qui a réalisé ces films parce qu'ils sont souvent, par exemple, coproduits par la France. Mais en réalité, ce sont des Palestiniens qui les réalisent.
Encore aujourd'hui, d'ailleurs, la fiction palestinienne dans le cinéma est très très vivante. Il y a eu un film il y a, je pense, 1 an et demi qui s'appelle Barbahar, qui est sorti en France, je pense, l'année dernière en hiver, et qui a eu un succès phénoménal, et qui parle de 3 jeunes femmes palestiniennes qui habitent à Jaffa. Il y a eu lui, dans notre livre, on interviewe Anne-Marie Jassir, qui vient de Bethléem et qui habite maintenant en Israël à Haïfa, et son film, il est sorti il y a pas l'année dernière, ouais. Avant, il y avait un duo de femmes extraordinaire. Maintenant, ce duo s'est totalement réduit parce qu'Aroni El-Kabed est morte. Donc, mais je pense que la question de Madame est quand même pertinente sur la gouvernance. Nous aussi, c'est quelque chose qui nous interrogeait. Parce que, comme dit Chloé, évidemment, on couvrait le conflit avec Israël et la politique d'occupation et tout ça. C'était une grosse partie de notre travail. Mais on s'est aussi intéressé à la politique interne palestinienne et à tous ces dysfonctionnements. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc, il ne s'agissait pas de les... Je pense que c'est important aussi de les regarder et d'être capable de les critiquer. Sans se dire que ça va desservir la cause ou peu importe. Donc nous, par exemple, quand on était là-bas, il y avait le congrès du Fatah, qui est donc le parti historique de Yasser Arafat, et c'était vraiment assez représentatif d'une classe politique qui n'arrive pas à se renouveler et qui est embourbée dans des conflits, dans des dissensions internes impossibles, qui est hyper vieillissante, qui n'a aucune légitimité populaire et démocratique. Donc c'est des vraies questions quoi, qui sont lourdes et qui sont... Vous avez ça aussi au Congo, hein, ça se renouvelle. C'est deux bouts du monde, pas du tout autour du territoire, mais je pense que les gens, quand ils sont au pouvoir, ils ne le lâchent plus. Non, mais c'est un problème parce que dès que vous ouvrez la bouche, on vous dit qu'il y a des corruptions, mais ce n'est pas une réponse. C'est une partie de la réponse, mais il n'y a pas que ça. C'est pas parce qu'une gouvernance a raté son coup qu'elle est corrompue qu'on doit dire c'est fini. Et on a l'impression que l'information qui est véhiculée, c'est un peu ça. C'est un tel est corrompu, un tel a mis son fils, c'est plus du tout la même chose, ça n'a pas commencé comme ça, le leader n'est plus là. Bon, je sais pas, on vous sort tous les partis de tous les coins possibles pour dire que ça vaut rien, mais ça vaut quand même quelque chose. Mais comment le mettre en valeur? Et je pense que le fait qu'il y ait ce discours de donner la carte de la corruption à chaque fois qu'il y a une question sur l'autorité palestinienne, c'est aussi le reflet de l'état d'esprit d'une grande partie de la société palestinienne qui se sent un petit peu désespérée, qui se sent un petit peu acculée et qui elle aussi se dit bon bah voilà, on est confronté à cette corruption endémique, on est confronté à cette absence de vie démocratique et qui a du mal à trouver en elle les ressources pour réfléchir à autre chose et essayer d'inventer les pistes de sortie de crise. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Bien sûr qu'il y en a, et même, y compris dans la bande de Gaza, il y a des membres de la société civile très actifs qui réfléchissent à la question des droits de l'homme, à la question de la participation démocratique, à la question de la gouvernance inclusive pour que la société civile fasse partie de la gouvernance, y compris dans la bande de Gaza, une fois de plus, qui est sous l'autorité du mouvement du Hamas. Donc moi je trouve ça fabuleux justement que les Palestiniens soient capables d'une telle résilience, même si ça peut être, on peut avoir l'impression que c'est à la marge, parce que c'est pas des phénomènes de masse. C'était un peu la question aussi quand il y a eu, au moment des printemps arabes, on a dit que les Palestiniens avaient un peu raté le coche et qu'ils auraient dû s'engager contre leur pouvoir corrompu justement, etc. Mais je crois qu'ils n'ont pas pu le faire, mais que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans la société des gens qui réfléchissent à ces questions-là. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'ils continuent à être là. Alors certains parce que leurs activités sont largement financées par des pays occidentaux qui encouragent le fait de réfléchir notamment à la question de pratiques démocratiques. Il y a dans la bande de Gaza au moins 2 gros think tanks qui sont un qui est spécifiquement sur les droits de l'homme et un qui est plus largement sur les droits de l'homme et la démocratie, qui sont financés par l'Union européenne en grande partie et qui encouragent par exemple des simulations de vote, des espèces de tables rondes avec des jeunes avec qui on va demander de réfléchir à qu'est-ce qu'ils feraient si demain ils pouvaient présenter un programme politique, etc. Tout ça, même si ça touche pas la majorité de la société, ça continue à exister et ça fait que le jour où les circonstances seront meilleures et les Palestiniens ne seront pas otages justement de la politique israélienne, de leur politique, etc., quand il y aura une percée, il y aura des gens qui seront prêts à
Ce qui était intéressant pour nous, c'était d'observer que, comme la vie démocratique réelle n'a pas lieu, puisqu'il n'y a pas eu d'élection nationale depuis 12 ans maintenant, donc c'est vraiment très enlisé et tout ça. Comme dit Chloé, il y a des groupes qui organisent des réflexions là-dessus, qui essayent d'infuser une culture de la démocratie chez les jeunes générations, qui n'ont jamais voté, qui ne vont peut-être pas voter tout de suite, etc. Et il y a aussi des fausses élections, entre parenthèses. Moi, entre guillemets, il y a un passage du livre que j'aime beaucoup, que Chloé a écrit, qui se passe dans l'université de Birzeit, que vous connaissez peut-être, qui est à côté de Ramallah, et donc une grande université prestigieuse, historique, avec une assise politique importante. Et là, il y a des élections étudiantes qui continuent d'avoir lieu. Et c'est passionnant à observer parce que c'est, en l'absence d'une vraie vie démocratique, c'est une espèce de vie démocratique de substitution, pour de faux, entre guillemets, mais dont c'est intéressant quand même d'observer le fonctionnement, etc. Donc, il y a un passage dans le livre qui parle de ça, donc peut-être ça vous intéressera de le voir, où on voit les étudiants qui font campagne, et c'est intéressant parce que c'est une élection qui est remarquablement propre. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Oui. Je veux dire, il n'y a pas d'enjeu politique au niveau national. Mais nous, on l'observe en tant que journaliste presque comme si c'était le cas. Je veux dire. C'est la vie universitaire. Oui, bien sûr. Après, les enjeux, c'est vrai qu'on dit aussi pour de faux parce que les enjeux sont minimes dans la mesure où le conseil des étudiants a. Je crois que le système de Birzeit, c'est un conseil sur 6 voix et les étudiants n'en ont qu'une. Donc c'est quand même, ça reste un petit peu. Marginal. Ah oui, presque un peu anecdotique. Enfin, un peu superficiel. Ouais. J'ai encore une question. Vous parlez d'identité palestinienne et vous répétez de tel point que vous lui donnez une force. Et effectivement, si on regarde l'histoire de la Palestine depuis 1930-35 jusqu'à aujourd'hui, l'élément le plus important, c'est malgré l'éclatement de la société pour différentes causes, malgré la continuité des conditions de la guerre. Il a parfaitement raison. Quand on parle de droits de l'homme et même de droits humains, on les définit en même temps, si on le veut ou non, même si on dit qu'il y a des choses qui dépassent, dans le temps et dans l'espace. Le temps de la guerre et le temps et l'espace de la guerre, c'est différent. Et c'est une société qui vit dans l'espace et le temps de la guerre depuis plusieurs décennies. Et c'est une société qui a subi le déni plus fortement que n'importe quelle société. Ce n'est pas seulement les Israéliens qui ont fait le déni des Palestiniens. Les pays arabes aussi ont fait le déni des Palestiniens. L'ensemble de la nation arabe et le nationalisme arabe a fait le déni de Palestiniens. Mais cette identité que vous faites refléter à travers vos témoignages, c'est qui est dans des espaces fragiles. Je le trouve quelque chose de tellement dynamique qui a réussi jusqu'à maintenant à s'imposer à des dénis de toutes sortes. Où est le secret de ça? Et il y a une autre chose, je dis qu'aujourd'hui, si on regarde, après les récents événements, ça y est, c'est fini. Le déni le plus important, non. Il y a 3000 ans, ça n'existait pas. Le Palestinien, c'est occupant. Et l'autre est occupé. On est arrivé presque à ça. Nos États n'est pas possible. Le destin des Palestiniens, tous devraient être Gaza ou se trouver dans les banlieues du monde, se diluer complètement. Et dans une telle situation, je vois quand même cette identité et ses convergences et sa cohésion est en train de devenir une force. Quand même dans la perspective des plus concurrents de ceux qui dénient, ils sont obligés de dire si cette identité continue, il va y avoir un problème de population. C'est ça le fond du problème. Si la population palestinienne, si c'est majoritaire, il va être autre chose que là, ça veut dire l'élément d'identité. Ça aussi, je dis, c'est une particularité. Ça fait une sorte de capital politique, géopolitique, que je le trouve fascinant. Et les livres que je vois souvent sur la Palestine sont enfermés dans des positions passionnelles. Moi, comme libraire, je vous dis ici, cette librairie existe depuis une quarantaine d'années. Il y a des moments où on met des livres des Palestiniens en vitrine. Il y a des moments où on met des livres que
concernant Shoah, l'antisémitisme. En fait. Et rarement ça m'est arrivé que aussi fréquemment que ces 10 dernières années d'être traité sale arabe parce que j'avais mis les livres sur les Palestiniens et sale juif parce que j'avais laissé des livres sur... Ah, on est dans une situation passionnelle. Je ne suis ni l'un ni l'autre, d'accord? Moi, je suis iranien, pratiquement mal vu par l'un et l'autre, si c'est problème identitaire. Mais, à côté de la Sorbonne, avoir une telle passion de regard. Nous, tous, notre regard sur la Palestine et le Palestinien est enfermé dans la perception géopolitique, la perception passionnelle que nous avons. C'est très, très difficile de sortir de cette prison intellectuelle que nous sommes et regarder le Palestinien comme humain et arriver à la conclusion qu'il a une identité, que ça crée un ensemble. La question que je posais concernant les territoires ou à l'intérieur d'Israël, c'était pour ça. L'impression que j'ai dans tous ces témoignages, c'est qu'il y a encore une continuité, une certaine forme d'unité. On ne peut pas, c'est pas facile. Ça se dénie pas par les bombardements, ça se dénie pas par les aides de toutes sortes. Ça, c'est un mystère. Et votre livre, moi, je le salue parce qu'il essaye par les témoignages directs, justement abordables par Monsieur Tout-le-Monde. De dire, il y a quelque chose, il y a une certaine unité. Le Palestinien existe. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et ça, il y a un secret. Alors, je ne dirais pas dire la même chose pour le Jordanien, je suis désolé, c'est le pays à côté. C'est sûr qu'il n'y a rien à voir avec le Jordanie. Je peux même vous dire que pour l'Irakien à côté, si je regarde, c'est difficile de Il y a beaucoup de points communs entre l'Irak et la Palestine. Oui. Et pour le Syrien, les événements de la Syrie ont montré qu'on peut arriver à une situation de telle... D'accord, les guerres civiles sont toujours violentes, mais la violence de la Syrie, c'est qu'il y a des éléments de identité syrienne qui n'est pas encore bien enraciné, qui n'est pas aussi bien enraciné que le Palestinien. Donc, est-ce que ça vient de l'histoire? Est-ce que c'est les éléments que s'embarquent dans son figure de Palestinien? Ou est-ce qu'il vient d'autres éléments? Et je dis, l'identité, avant tout, c'est quelque chose que les gens sentent. Non pas le regard que je fais. Il faut se sentir, il faut se sentir palestinien. Qui est-ce qui les attache? Quel est le secret? Quel est le dynamisme? Mais je pense qu'il y a une forme de traumatisme originel autour de cette identité palestinienne qui fait qu'elle est enracinée et qu'elle se transmet beaucoup. Et toute l'œuvre d'Elias Sambar, justement, c'est de parler de ça, c'est de parler de comment on transmet et comment on devient, il y a un terme que Méliné utilise très souvent, de porteur d'histoire, qui est exactement ce que sont les Palestiniens. Donc je crois qu'ils se transmettent tous ce terme, en tout cas. Pour répondre à votre question sur quel est le secret de la continuité de cette identité, malgré toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les Palestiniens, encore plus aujourd'hui, je crois que tous les Palestiniens qu'on a rencontrés, ils nous ont tous dit qu'ils étaient Palestiniens, que c'était très important pour eux d'être Palestiniens, que c'était peut-être pas, parfois c'est pas vraiment la première chose qu'ils diraient à propos de leur identité, mais ça fait partie des 3-4 premières choses en tout cas qu'ils diraient. En revanche, quand on leur demande mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être palestinien, il n'y a jamais de réponse pareille. Et ça, je trouve que c'est différent, par exemple, par rapport à la question kurde, qui est beaucoup plus, qui n'a pas vécu son héritage de la même manière. Donc, pourquoi l'identité palestinienne est si forte et elle existe toujours malgré les difficultés, c'est parce que finalement, elle est devenue un terme très très flou et un sentiment d'appartenance qui ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc c'est un terme, et c'est facile de se retrouver dedans, puisqu'on a accepté que la définition était très large. Je pense aussi que l'identité palestinienne, comme elle s'est en partie dans son histoire élaborée dans un contexte qui lui était plutôt hostile, comme vous dites, elle a dû se réécrire et se créer
au fur et à mesure. Et on voit, et moi c'est un peu ce que j'ai vu quand j'ai travaillé sur la question de la terre, un peu le motif de la terre dans l'histoire des Palestiniens, c'est que c'est un motif qui a été un peu récupéré au XXe siècle, et notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, dans les années 60, où il y avait un peu les débuts de la résistance politique, qui s'organisait de manière politique, avec des grandes figures comme Arafat, etc., où on allait piocher dans le folklore culturel et dans l'histoire rurale de ce pays des symboles pour en faire un peu des étendards. Donc par exemple, on a repris le kéfier, on a repris des danses traditionnelles, etc. Et c'était important de fédérer l'identité palestinienne autour de symboles très concrets, issus notamment de l'agriculture. Mais donc il y a une part, comme dans tous les mythes un peu nationaux, mais il y a une part d'écriture, de réécriture, de construction dans l'adversité, etc. Donc je pense qu'il faut être... je pense pas qu'il y ait une identité pure palestinienne, c'est des constructions, tout ça en grande partie. Et je trouve que c'est intéressant, comme dit Chloé, de voir que chaque Palestinien a un peu sa propre définition de ce que c'est que d'être palestinien, mais il est persuadé que c'est la vraie. Et que c'est... Donc on est toujours un peu sur un fil, et c'est... Enfin bon, de toute façon, la question que vous nous posez, on l'a posée à une psychiatre palestinienne, qui est une femme, qui est une des 2 psychiatres palestiniennes femmes, qui travaille à Jérusalem-Est. Et elle était très mal à l'aise avec cette question de l'identité palestinienne. Elle disait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, pour moi ça ne me parle pas beaucoup, etc. Donc il y a aussi des gens qui bottent un peu en touche quand on leur pose ces questions-là. Donc on a eu un peu tous les cas de figure. Et elle, Sama Jaber, par ailleurs, elle insiste beaucoup sur le côté, comme a dit Chloé tout à l'heure, traumatisme collectif. Et donc elle dit que l'identité, qu'en tout cas que les Palestiniens portent avec eux, charrient avec eux un peu toute l'histoire de leur peuple, et que parfois ils ont tendance, et c'est vrai que c'est intéressant pour une femme comme elle qui est psychiatre, à oublier eux-mêmes leur propre vie, leurs propres soucis, leurs propres problèmes, au détriment, au profit du collectif et de l'identité collective. Et donc ils vont toujours se référer à une cause commune avec d'autres, quitte à parfois eux-mêmes oublier leurs aspirations personnelles, leur vie professionnelle, leur vie personnelle et tout. Mais une des 2 psychiatres que vous indiquez était venue l'an passé à Paris. Oui, elle vient. Oui. Elle vient souvent. Oui, Ouais. mais elle véhiculait beaucoup d'espoir. Et moi, j'ai compris que son côté identité palestinienne, c'était son attachement par rapport à la terre et ce territoire. Et il tenait, elle ne lâchait pas. Et enfin, je vais vous dire, parce que j'écoute beaucoup de choses, mais elle était, elle était convaincante. Elle racontait des choses qui étaient, mais elle passait aussi par des sociétés de femmes pour véhiculer ce message, les différents messages. Mais il me semble qu'elle soutenait quand même une forme d'identité palestinienne. Je pense que quand elle a botté en touche en nous répondant à notre question, c'était pour dire attention à ce terme. Mais il ne faut pas le brandir comme une réponse à tout. Mais je crois qu'elle se sent très palestinienne par ailleurs. Mais, non, mais elle est mais tellement combative qu'on est absolument... Oui, c'est une figure qui est très très forte et qui a le mérite, en tout cas dans la société palestinienne, d'être aussi à rebours de toutes les représentations un petit peu simples. Nous, on a parlé avec elle, et c'est dans le livre, de la question du rapport aux martyrs, et de beaucoup de questions, de cette tension entre la société, qui est une société qui est très politisée, parce que c'est une société dont on attend qu'elle soit combattante, et de la réalité de sa combativité. Il y a souvent, d'ailleurs, dans les sondages de l'opinion palestinienne, on voit que, je crois que récemment, c'était plus de 2/3, cet été en tout cas, il y a eu un sondage où on disait que plus des 2/3 des 17-25 ans soutenaient des actions violentes, mais qu'aucun d'entre eux, dans le cadre de la résistance à l'occupation israélienne, mais que très peu d'entre eux étaient prêts à s'y engager. Et ça, c'est typique, c'est toutes ces représentations palestiniennes très politiques. Il faut que les gens y croient, ça fait partie de leur univers, des choses auxquelles ils pensent, etc. Mais ça ne se traduit pas forcément par un engagement concret. Et cette psychologue, cette psychiatre, pardon, elle parle justement de cette question-là par rapport à des tas de petites choses politiques dans la vie, que ce soit de consommer des produits palestiniens et pas au profit de produits israéliens, que ce soit dans le rapport aux martyrs et aux parents de martyrs, et à ce qu'ils se sentent, est-ce qu'il y a une fierté ou pas, et comment ça se combine avec le deuil de parents de perdre un enfant, etc. Et toutes ces questions qui font qu'il y a toujours des représentations très politiques dans cette société, et aussi le quotidien et la vie
les récits intimes, etc. quoi. Merci beaucoup. On peut rester là. C'est quand même difficile quand sa terre a été prise pour moitié. Hein? Plus, enfin bon, je ne sais pas là. Mais c'est sûr qu'il y a une grande souffrance. Parce que, bon, d'abord, on était en Ottomanie, je veux dire, avant, la Palestine. Maintenant, vous allez à Venise, sur la grande carte, là, dans le bâtiment près de la place Saint-Marc, c'est Palestine en gros, là. Il n'y a pas d'autre terme que Palestine pour cette zone-là. Alors, pendant des siècles, bon, c'était la Turquie, l'Ottomanie, enfin bref. Mais ça a toujours été le gouvernorat de Palestine, en tout cas, même sous le règne Il y a toujours eu ottoman. effectivement des gens. Depuis l'époque romaine. Bon, ils ont été sortis de la moitié de leur territoire. Donc, quand on se revendique de la terre et qu'on l'a perdue, pour partie, enfin particulièrement ceux qui ont dû fuir, c'est toujours très difficile. Oui, c'est vrai qu'il y a bien sûr cette question de l'exil. Et d'ailleurs, comme Mélinée disait, dans les identités, les gens mettent. C'est une identité qui s'est toujours redéfinie avec différentes définitions culturelles. Pour certains Palestiniens, l'exil, c'est une notion clé de leur identité. Pour eux, être palestinien, c'est être exilé. Alors que pour d'autres, être palestinien, c'est le quotidien de l'occupation. Et d'ailleurs, et même sur la perception de qu'est-ce que signifie être palestinien, c'est le quotidien de l'occupation pour des Gazaouis ou pour des habitants de la Cisjordanie et dans une autre certaine mesure pour les habitants de Jérusalem-Est, c'est très différent. Pour les Gazaouis, c'est vraiment la question de l'enfermement, c'est vraiment la question de la réduction des potentialités, le fait de ne pas savoir, d'avoir du mal à imaginer son avenir, alors qu'en Cisjordanie, on est vraiment sur des choses de perte de repères par rapport à l'espace. Perte de repères par rapport à perte de liberté de mouvement. Une perte de liberté de mouvement et avoir l'impression de ne pas du tout avoir la main sur son quotidien dans des choses qui sont métaphysiques comme l'espace et le temps et dans des choses qui sont très concrètes comme c'est la manière dont on va consommer. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple acheter des produits palestiniens plutôt qu'israéliens, des trucs comme ça. Donc effectivement, c'est des questions qui sont très difficiles et pas forcément pour ceux qui ont dû fuir leur terre, puisque même quand on habite en Cisjordanie, dans la même maison ou dans le même village dans lequel toute sa famille a toujours habité depuis des générations et des générations, le fait de voir le paysage changer, le fait de soit voir directement dans son champ de vision les colonies israéliennes, soit savoir en tout cas qu'elles sont pas loin, avoir un rapport qui est différent aux terres agricoles parce qu'on sait qu'on a moins accès à ces terres agricoles ou que c'est plus compliqué, ne pas avoir de liberté de mouvement, même quand on est sur ces terres, c'est quand même très compliqué. C'est peut-être même encore plus frustrant, j'imagine. Et surtout quand on se sent grignoté. Il y a quelque chose qui revient souvent aussi, je trouve, c'est la question de l'humiliation et de l'association d'être les vaincus en fait, d'être les perdants et en plus au quotidien d'être confronté au vainqueur qui est juste là et dont on a l'impression qu'il nous nargue, etc. Et ça c'est... Imaginez à l'heure actuelle le sentiment d'abandon quand vous entendez Trump, MBS, etc. Vous avez l'impression que vous êtes trahi. Mais il y a aussi beaucoup le surplace, le problème de faire du surplace. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup cette histoire d'être vaincu. Mais nous, dans les jeunes qui avaient, notamment dans des jeunes très proches de nous, qui avaient le même âge que nous, il y avait beaucoup cette frustration de se dire, bon, si au moins on était les vaincus et que toute la société palestinienne était d'accord pour dire, ok, donc on a perdu cette guerre et maintenant on passe à un autre projet de société, ça permettrait d'ouvrir des possibilités. Mais là, on a ce sentiment d'humiliation constante, on a le sentiment que si ce n'est pas nous, c'est nos parents qui ont perdu cette bataille contre Israël, mais on nous abreuve aussi, on nous nourrit de toute cette rhétorique, de toutes ces images de combattants. Du coup, on n'arrive pas à faire le deuil de ce processus, de cette bataille en tout cas qui a été perdue contre Israël, contre la colonisation. Donc c'est aussi des choses qui sont très en tension, quoi. Parce que c'est une forme d'humiliation constante, mais de laquelle on a du mal à se relever, puisque elle est à la fois ressentie, mais elle n'est pas explicite. Admise, ouais. Oui, mais en plus, ils sont grignotés. Et ils n'ont qu'à écouter une grande fraction de la population israélienne, des partis d'extrême droite israéliens, pour se dire demain on sera au-delà du Jourdain. Oui, je veux dire, je pense pas c'est vraiment. une sensation prégnante. Quand vous voyez ramper ces colonies
grignoter, par exemple, des territoires importants qui éventuellement, enfin importants au moins symboliquement et stratégiquement, si vous voulez, qui divisent votre territoire, vous dites, à l'heure actuelle, je veux dire, y compris la France qui aurait dû reconnaître la Palestine depuis longtemps, Hollande disait si sous 4 mois il n'y a pas de solution, on reconnaît la Palestine. Quel mensonge abominable. Enfin, je veux dire, ils sont lâchés par énormément de gens. Hein. Ils sont lâchés par l'Europe. Mais ils Même sont aussi si lâchés par leurs propres leur donne dirigeants. des Hein, biens, donc, psychologiquement, mentalement. Je veux dire, je me mets en palestinien, je vois effectivement que, bon, d'accord, on finance, on paye des choses qui sont détruites ensuite. Mais ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Je veux dire, et maintenant, effectivement, il y a le combat qui mène en permanence. Hein. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, c'est une résistance permanente. Ils sont mal lotis, hein, indiscutablement. Qui les soutient aujourd'hui? Ben, nous, on est là. Hein? On est là. Non, oui, nous. Enfin, je veux dire, mais la France, par exemple, je veux dire, on devait les reconnaître dans les 4 mois. Hein? Bon, la France, quand même, est très présente dans les territoires palestiniens. La France est le seul pays qui a une représentation diplomatique dans la bande de Gaza. Hein, ça, c'est quand même Rappelez-vous assez la impressionnant. reconnaissance parlementaire. La reconnaissance. reconnaissance Et on parlementaire, disait c'est dans très les 4 mois, superficiel, hein. s'il n'y a pas quelque chose qui se met en route, on reconnaîtra l'État de Palestine et tout. Bah, remarquez, on se couche tellement depuis 10 ans qu'on peut se coucher. Ouais, là-dessus. non, mais je comprends votre frustration, et notamment sur ces questions Enfin, parlementaires, vous etc. savez, moi, c'est la frustration d'un Palestinien. Je me sens palestinien. Je veux dire, si je serais palestinien, ce serait affreux. Je veux dire, le négationnisme a commencé avec cette négation de l'existence d'un peuple palestinien sur ce territoire. Je veux dire, avant toute chose, je veux dire, chaque fois que j'entends cette formule, un peuple sans terre pour Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Enfin, je veux dire, Bon, je pense quand même que ça, c'est admis quand même que c'est oui, pas juste. Quoi. enfin bon, Mais en tout on nous cas, a tellement bassinés Je avec comprends ça. bien votre frustration, néanmoins, sachez que la France fait beaucoup de choses. La France, entre autres, et notamment l'Union européenne, grâce à son consortium d'aide humanitaire, la France, donc en particulier, comme je le disais, est le seul pays à avoir une représentation diplomatique dans la bande de Gaza, ce qui est quand même, alors que c'est une antenne de l'Institut français qui a été attaquée plusieurs fois et qui continue à être ouverte et dans laquelle on enseigne encore le français aujourd'hui. Aucun autre pays n'a fait ça, donc c'est quand même quelque chose. Par ailleurs, sur ce que finance la France via le consortium européen de l'aide humanitaire, la France, comme d'autres pays, notamment la Belgique, les Pays-Bas, je crois l'Allemagne et le Portugal, se sont exprimés à chaque fois qu'il y a eu des destructions, pour dire vous avez détruit, l'armée israélienne a détruit des infrastructures que nous avons installées parce qu'elles n'existaient pas alors que l'occupant israélien devait les fournir, puisque quand il y a une occupation, selon le droit international, c'est à la puissance occupante d'assurer les services type éducation, raccordement à l'eau, à l'électricité. Donc je pense que la France pourrait faire sans doute plus, les autres pays européens pourraient faire sans doute plus, ce serait bien qu'il y ait une ligne claire de l'Union européenne sur la question palestinienne, mais on ne peut pas dire qu'elle ne fait rien. Ouais. Vous êtes Mais très libre à vous Oui, d'écrire à votre mais député. la symbolique et finalement cette violation de la parole parlementaire, puisqu'on avait dit qu'on allait reconnaître la Mais alors, Palestine, sur ce je vote, veux dire, c'est affreux. sur ce vote, je veux dire, même si les députés avaient voté et qu'on aurait pu avancer, finalement, la question du point de vue français sur est-ce qu'il y a un État palestinien ou pas n'aurait pas changé grand-chose. Donc au final, Oui, mais pas quand très vous êtes important. palestinien, bon, Oui, mais moi, quand je veux vous dire êtes que la palestinien, parole de ça la vous France contrarie maintenant, aussi. au Proche-Orient, c'est tellement nul que, bon, c'est plus rien. Non mais Comment vous savez, dire, l'Union européenne a fait passer une mesure pour dire que les produits fabriqués dans les colonies allaient être étiquetés comme étant fabriqués dans les colonies et plus en Israël, pour que les consommateurs européens puissent décider en leur âme et conscience de les acheter ou pas. Et aussi de ne plus appliquer les mêmes taxes d'importation sur ces produits fabriqués dans les colonies. Cette loi donc les Palestiniens étaient très contents au moment où cette loi est passée. C'est vrai que c'était une mesure très forte, mais cette loi n'a jamais été appliquée. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les magasins sur les avocats israéliens qui sont cultivés dans les colonies. Moi, je ne l'ai jamais vu. Made in settlement. Et donc c'est la preuve que tous ces trucs un petit peu poudreux, l'action de de toute façon, ça BDS change a rien. été criminalisée et une dénommée Taubira a refusé de revenir sur la poursuite des gens de BDS. Vous voyez, une grande indépendantiste, Bah non, grande mais- progressiste et tout ça. Pour dire que
il vaut mieux se concentrer sur ce qui a fonctionné. Ben, les Irlandais, c'est le seul pays européen qui a pris des mesures pour refuser les produits Les produits des israéliens. colonies, oui. C'est le seul pays. Alors après, Mais est-ce qu'ils l'ont vraiment fait en pratique? alors il s'est passé au Parlement, mais je ne sais pas ce que ça a donné. La suite, je ne sais pas. Il me semble qu'il y avait un pays scandinave aussi qui avait fait ça. Non? Mais La je sais Suède ou la pas, Norvège. mais l'Irlande, c'est relativement récent. Mhm. Ça date de 3-4 mois. Je ne sais pas. Ben, Mais non, ils mais c'est avaient une bonne tenu chose tout- du coup. Comment C'est une bonne chose, il y a quand même des Bah, ferments moi, d'espoir. mon espoir, c'est que un pays démarre et que les autres suivent parce qu'ils ont la trouille. Enfin, il y a un lobby quand même sur le plan, quand vous dites, les lois ne sont pas, les règlements ne sont pas appliqués. Mhm. Mais je me suis dit, ils vont démarrer, mais ça n'a pas été. Ça, c'est qu'ils contournent pas mal. Hein, Oui. Parce que vous savez, le produit il vient de Palestine, il transite comme par hasard par Israël. Enfin, bon. Par contre, sur les investissements, c'est plus facile. Hein. Effectivement, le mouvement boycott des investissements sanctions peut plus agir sur les questions d'investissement, parce que là, c'est marquant. Hein. Alors qu'on a un bout de texte du code pénal qui prohibe l'interdiction à raison de la nationalité du produit des actions. C'est comme ça qu'on a criminalisé en France. Le boycott. Belle illustration de l'action française. Hein. On a criminalisé ce mouvement international boycott des investissements sanctions, hein, puisque la Cour de cassation a dit ah, voilà. Mhm. Alors là, vous êtes bien gênés hein, sur les produits. Oui. À partir du moment où les Israéliens tout-puissants font à peu près ce qu'ils veulent, et s'ils ne veulent pas mettre origine des colonies, ils ne mettent pas. Hein, c'est Israël, point final. C'est très difficile de faire le distinguo, puisqu'ils contrôlent tout. C'est Les vrai. territoires occupés. Donc, il suffit qu'ils fassent transiter par leur port, hein, de toute manière. Enfin, c'est tout. C'est vrai que c'est compliqué. Et là, bon, et effectivement, à l'heure actuelle, en France, la pression est plutôt forte hein, sur ces mouvements pro-palestiniens. Hein. On va dire, c'est pas la tendance du jour. Hein. C'est pas la priorité, en tout cas, des gouvernements européens, ça c'est sûr. Non, non, Il y a eu d'autres. bon, je ne vais pas le répéter. Mais on vous a entendu. Bah, c'est après, je veux Oui, pas non, mais il n'y a, mettre- pas que sur le territoire palestinien qu'on se couche. Hein, donc, vous savez, j'ai à dire sur l'extraterritorialité des lois américaines. Ah oui, ça, par exemple, et la c'est- façon dont on très se important. couche lamentablement. Je veux dire, et comment, quand on voit que M. Trump part de Syrie en nous laissant. Voilà, nous, là, sur- là, quand même, on s'est Non, mais beaucoup j'entends des bien. Palestiniens. Très bien. Non, mais On peut peut-être recentrer sur très le. franchement, c'est un contexte, hein, je veux dire, où Israël, c'est les États-Unis, c'est l'Occident, Ah, en moi, je réalité. suis pas trop d'accord avec ça, moi. Oui, à l'heure actuelle. Non, mais attendez. Bon, Israël sans M. Trump. Bon. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Hein. Et nous, on est dévalés. Donc, à l'heure actuelle, c'est clair. Mais ça n'intéresse. La politique internationale n'intéresse pas beaucoup les Français. Hein. Ah bah, pourtant, regardez. Bah, oui, bah, regardez, Il y en a de l'autre côté, quelques-uns. Il n'y a pas masse, hein, heureusement d'ailleurs, hein, parce que M. Salmatian aurait du mal à nous placer tous. Mais non, je dis ça parce qu'il y a les gens de rue Guy Moquet, là, la librairie Résistant, je ne sais pas si vous avez été conviés là. Non, on rue n'y est pas allé. Victor Compoint. Mhm. Vous n'avez pas été conviés. Bon, Alors, je on sais pourrait, pas, on pourrait se parce que proposer à y c'est- aller, nous. Elle est rue Victor Compoint dans le 17e je la arrondissement connais et pas. elle est spécialisée dans la défense, elle est spécialisée dans les résistances en général et notamment à une certaine époque il y avait des invitations à entendre tel ou tel palestinien, etc. Il y a 2-3 ans, je ne sais plus maintenant ce que ça devient. Rue Victor Compoint ou impasse Victor Compoint. D'accord. Paris 17e. Et voilà. Ok. Et donc ces gens-là étaient très actifs. Mais il suffisait de voir la dernière manifestation pro-palestinienne de Châtelet, hein, entourée de toutes les forces israéliennes. Ça donnait une petite impression de Gaza et de la Palestine. Très franchement. Parce que
On avait 3 rangées de flics et derrière, il y avait tout Israël et tous les clans pro-israéliens tout autour. C'était frappant. Donc, ça vous donnait une petite idée de ce que peut ressentir un Palestinien en Palestine. Voilà. Ok. Bon, merci en tout cas d'avoir fait le déplacement. Et on reste dans le coin pour éventuellement vous signer quelques livres ou rencontrer ceux qui n'ont pas trop parlé ou qu'on n'a pas pu encore revoir ou entendre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.